Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour Ici l'Europe, au cœur de la journée de l'Europe qui se tenait cette année, place de la République. Nous y avons proposé un grand débat sur le thème de la géopolitique, l'Europe dans le monde, entre Trump et Poutine, quelle place pour une Europe puissance? Nous en parlons tout de suite avec 4 eurodéputés, un Allemand, un Espagnol et 2 Françaises. Pour une fois n'est pas coutume, d'habitude on dit honneur aux dames, mais là j'ai envie de dire honneur aux hommes qui viennent de loin et qui ont des accents, vous allez l'entendre, espagnol et allemand charmants, qui vont nous colorer un peu notre journée de l'Europe. Daniel Freund, tout l'ordre mondial de l'après-guerre avait été construit sur des rapports franco-allemands très proches, moteurs de l'Union européenne. Et puis il y a eu la guerre en Ukraine il y a 3 ans, une espèce d'électrochoc sans précédent pour l'Europe. Elle s'est réveillée en quelque sorte de sa naïveté géopolitique sur ce voisin expansionniste à ses portes. Oui, je pense, ça a vraiment choqué. On pensait que le temps de la guerre en Europe, c'était fini. Le temps que les grands envahissent les petits, on croyait que c'était fini. Et Poutine nous a montré que non, c'est pas fini. Il a fait revenir la guerre sur notre continent. Et c'est à l'Union européenne, en fait, de faire une réponse propre. Parce que moi, je suis vraiment convaincu, supporter l'Ukraine, supporter le principe que les frontières, ça se bouge plus à la violence, c'est vraiment le principe clé de la paix sur notre continent. Javier Moreno-Sanchez, la résistance des Ukrainiens semble devenue une vraie priorité de notre politique étrangère européenne. En fait, l'Europe est un projet de paix. Et comme disait Daniel, on doit préserver cette paix. Ce n'est pas acquis. On doit en prendre soin tous les jours. Et c'est pour ça que l'attaque injustifiée, l'agression injustifiée de Poutine à l'Ukraine, c'est une attaque à nos valeurs, à nos principes, à la démocratie. Poutine, en fait, est jaloux du succès qu'a l'Union européenne, puisque nous vivons... c'est vrai que nous avons traversé la guerre froide, nous avons traversé aussi dans les années 90 la guerre de l'ex-Yougoslavie, mais ça fait 8 décennies que nous sommes en paix et avec une certaine prospérité, j'oserais dire. C'est vrai qu'on a beaucoup de choses à faire pour les gens, on doit améliorer, disons, les conditions sociales des gens, mais regardez un peu le reste du monde et vous verrez que l'Union européenne, on n'y vit pas si mal. Nathalie Loiseau, 1 milliard d'euros supplémentaires sur les avoirs russes gelés, un tribunal spécial pour l'Ukraine annoncé. Il n'y aura pas d'impunité et vous trouvez qu'on en fait assez, nous les Européens? Je pense qu'on s'est fixé beaucoup trop de lignes rouges depuis 3 ans, en ayant toujours peur d'une escalade. Et en fait, Vladimir Poutine a toujours escaladé lui-même en dépit de nos lignes rouges. Aujourd'hui, notre sécurité, notre avenir se joue en Ukraine. Soit on laisse gagner la Russie et la Russie ne s'arrêtera pas aux frontières de l'Ukraine. Soit on met un coup d'arrêt à cet impérialisme militaire et on ramène la paix sur le continent. C'est notre intérêt à tous. Alors, Aurore Lalucq, c'est vrai que le soutien financier à l'Ukraine, il est bien réel. 135 milliards d'euros en 2025. C'est plus important que celui des États-Unis, contrairement à ce qu'ils veulent faire croire, 114 milliards. Est-ce qu'on sera en mesure éventuellement de se substituer pourtant à ces Américains s'ils cessent leur aide? On ne peut pas laisser tomber l'Ukraine pour des raisons, parce que tout d'abord ce serait profondément injuste, pour des raisons aussi de sécurité. C'est-à-dire que si on lâche l'Ukraine, après ce sera la Pologne, après ce sera les pays baltes. Il faut écouter Vladimir Poutine. Hein. Il a toujours prévenu, il a toujours dit ce qu'il allait faire. Certains du moins n'ont pas voulu l'écouter, ils ont eu tort. Donc il va falloir de toute façon le faire. Après, il faut aussi regarder notre force. L'Union européenne, c'est la première puissance commerciale mondiale. C'est l'une des plus grandes puissances économiques mondiales. On est fort, on est beaucoup plus fort qu'on ne le croit. Mais pour l'instant, c'est toujours défini un petit peu en négatif ou en creux. Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'il existe une identité européenne? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Oui, il y a une identité européenne. Oui, l'Union européenne, elle est forte. Oui, elle peut réagir vite. Et il va falloir de toute façon le faire. On n'a pas le choix. Mais encore une fois, on est un continent extrêmement riche. Donc s'il y a une volonté politique, il y aura un chemin. Alors, Daniel Freund, le nouveau chancelier Merz a d'ailleurs libéré les cordons de la bourse avec un grand plan d'investissement dans la défense de 500 milliards d'euros. Et j'ai envie de vous demander,
l'Allemagne est en train de changer radicalement de philosophie sur la défense avec l'Ukraine? Oui, parce que en fait, on pensait que la guerre c'était fini en Europe et Poutine nous a rappelé que non. Donc du coup, il faut changer de là-dessus. Moi, je pense pour dissuader Poutine, c'est beaucoup plus efficace, beaucoup moins cher aussi, si on le fait ensemble en tant qu'Européens. Donc je suis bien d'accord que l'Allemagne investit davantage, mais investissons ensemble en tant qu'Européens, c'est ça la meilleure manière de faire. Oui, parce que, Madame Loiseau, la défense européenne, la fameuse indépendance stratégique que la France appelle de ses voeux depuis quand même assez longtemps, est-ce qu'elle se construit assez vite? D'ailleurs, est-ce qu'elle a les moyens de se construire? On voit bien qu'on est toujours assez dépendant pour notre défense de l'OTAN et même pour les armes de l'Amérique. Il y a eu des décennies d'indolence stratégique en Europe. Vous vous souvenez qu'après la chute du mur de Berlin et l'éclatement de l'Union soviétique, vous aviez des dirigeants européens, en France, en Allemagne, ailleurs, qui parlaient des dividendes de la paix. Donc il ne fallait plus investir dans la défense puisque la paix était là pour toujours. Investir dans la défense, investir dans les armements, on ne le fait pas par plaisir. On ne fait pas pour nourrir des industries particulières. Moi, ma vocation de départ, c'était pas de devenir un marchand de canons. On le fait pour protéger notre souveraineté, notre indépendance, et on le fait parce que c'est indispensable. Je crois qu'aujourd'hui, on peut presque dresser une statue à Vladimir Poutine d'un côté et à Donald Trump de l'autre. Je ne sais pas si on va le faire ici sur la place de la République. Hein. J'en doute un peu. Ils nous ont réveillés. Ils nous ont montré que le monde était dangereux. Il l'avait toujours été, mais nous étions un peu dans une bulle à l'abri. Ils nous ont montré que cette bulle pouvait éclater. Donald Trump nous montre que les États-Unis, en tout cas sous sa présidence, ne cherchent pas des alliés, ils cherchent des vassaux. Si on met de l'argent public européen, il faut qu'il y ait une préférence européenne. Il faut qu'on achète de manière préférentielle des équipements que nous produisons, que nous maîtrisons. Et ça, on y est enfin arrivé. Alors, Aurore Lalucq, vous avez affirmé que soutenir l'Ukraine impose pour l'Europe le passage à une économie de guerre. Alors pour préciser pour nos spectateurs, effectivement, il y a 16 pays qui ont décidé de profiter de l'autorisation que donne la Commission européenne en ce moment de dépasser les déficits pour muscler leur défense, dont la France, dont l'Allemagne d'ailleurs. On utilise souvent le terme d'économie de guerre et souvent on l'utilise pour justifier des coupes dans les dépenses sociales en France. On dit toujours qu'il va falloir choisir. On finance la guerre ou on finance notre modèle social, nos retraites, etc. Il faut se rappeler qu'en économie de guerre, au contraire, on fait toujours les deux ensemble. C'est-à-dire qu'en économie de guerre, on prend toujours soin des siens. En économie de guerre, on taxe les super profits, on taxe les profiteurs de guerre, on taxe les super riches et surtout, on prend soin de la population. On augmente les salaires, par exemple, ce genre de choses. La difficulté, c'est qu'effectivement, la Commission européenne nous autorise maintenant les pays à dépenser plus d'argent sur la question de la défense, à plus respecter les critères de 3% et de 60% quand il s'agit des questions de défense. Sauf que pour certains pays comme la France, ça n'a pas de sens. Parce qu'on est déjà en procédure de déficit excessif, comme on le sait tous ici. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument trouver une solution européenne. Il y a un mécanisme qui existe au niveau européen qui s'appelle le mécanisme européen de stabilité, qui n'est pas forcément très connu, mais c'est des centaines de milliards à disposition. Et régulièrement, avec les banquiers sauteraux et avec les ministres des Finances, c'est des discussions que nous avons et j'espère qu'à un moment, ça aboutira, parce que pour moi, ce serait ça la solution. Dernier tour de table très rapide, que l'Union européenne représente 17% du PIB mondial, les États-Unis 25%. Il y a ce décrochage économique, il y a peut-être une guerre commerciale que est en train d'enclencher Donald Trump contre nous. Trump nous a fait la déclaration de guerre et on a bien commencé. On a commencé avec une trêve de 90 jours. Ce qui est important parce que ce qu'on doit faire, c'est sur pied d'égalité négocier avec Trump. On l'a rappelé, je crois, sur ce plateau, on est le premier bloc commercial, on a le plus grand marché unique du monde. Ensuite, pendant ce temps, se préparer, parce que si on n'arrive pas à un accord, il faut donc préparer des contre-attaques, surtout dans le domaine digital et où on peut leur faire mal. Mais aussi, nous devons protéger nos travailleurs et nos entreprises. Et par exemple, le gouvernement espagnol, jeudi, a prévu un plan de 17 milliards d'euros
en cas de non-accord. Et ça serait pour les secteurs qui seraient touchés. Petite question de ce côté-là. En février 2025, quand Macron a organisé une réunion à Paris, puis lorsque Keir Starmer, le Premier ministre britannique, a fait de même pour soutenir l'Ukraine, on a observé que de nombreux pays de l'Union européenne étaient absents, mais également que des pays hors de l'Union européenne étaient présents. Est-ce que le périmètre de l'UE a encore un sens dans les relations internationales? N'est-il pas nécessaire de retrouver notre indépendance nationale pour redevenir une puissance crédible à l'échelle internationale? Ceux qui ne veulent pas participer à des garanties de sécurité pour l'Ukraine, personne ne les force. C'est le respect des choix nationaux. Mais ceux qui veulent travailler ensemble, ça doit être possible sans être bloqué par ceux qui ne le souhaitent pas, voire qui sont instrumentalisés par Vladimir Poutine, comme c'est le cas de la Hongrie de Viktor Orban. Je pense qu'on a beaucoup de chance d'avoir des leaders engagés comme Keir Starmer, comme Friedrich Merz, comme Donald Tusk et comme Emmanuel Macron. On ne tourne pas le dos aux États-Unis. D'ailleurs, on voit qu'avec la persévérance de ces leaders-là, Donald Trump, qui avait commencé sa négociation en faisant des cadeaux à la Russie et en faisant pression sur l'Ukraine, est en train de se rendre compte que ça ne marche pas. Il change un peu de point de vue. Jusqu'à quel point et jusqu'à quand, je ne me prononcerai pas. Est-ce que finalement, on ne paye pas encore aujourd'hui les conséquences du référendum de 2005 ? Est-ce que ce ne serait pas l'occasion, au-delà du conflit avec l'Ukraine et de la position de la Russie, de repenser la Constitution européenne et un vrai fédéralisme ? À partir du moment où on est en train d'essayer d'avoir une possibilité de construire une défense européenne, à partir du moment où on prend de plus en plus de pouvoir au niveau européen, parce que ça nous est demandé, et parce que c'est fait pour protéger les Européens, en fait, parce qu'on n'a pas le choix. On l'a vu avec le Covid, on l'a vu au moment de l'inflation, avec l'invasion en Ukraine, etc. De toute façon, oui, on est en train d'évoluer. Après, est-ce qu'il nous faudra une constitution, une autre ? Je ne sais pas si c'est le moment de réouvrir des débats qui, malheureusement, sont chargés de choses qui n'ont rien à voir avec l'Europe. Je voulais rebondir sur une question qui concerne donc forcément l'Europe, mais l'Europe aussi vis-à-vis de l'OTAN. Parce que vis-à-vis de l'Europe, on a à peine évoqué le sujet tout à l'heure, avec des pays qui ne sont pas dans l'Europe, mais qui peuvent aider aussi, et qui sont dans l'OTAN. Et je voulais vous demander comment vous voyez l'européanisation un peu plus de l'OTAN. Je vous remercie. Monsieur Moreno Sanchez. On doit maintenir l'OTAN qui, pendant des décennies, nous a permis d'avoir la paix. Mais dans cette organisation, effectivement, nous sommes en train de nous préparer pour assumer de plus en plus nos responsabilités. Mais ce n'est pas incompatible, ce n'est pas ou l'OTAN ou l'Europe. Ça va ensemble et c'est pour ça qu'on travaille sur cela en ce moment. Je voulais en fait vous poser une question sur la défense en fait européenne. Je pense que c'est très important d'en parler. Moi, je suis passionné d'aviation principalement et je me demande en fait où est-ce qu'il en est le projet SCARF en fait. Aujourd'hui, on parle d'aviation militaire très souvent à la télé. En Belgique, on a acheté des F-35. Les furtifs, moi, je les ai vus passer dans mon petit village où ce que j'habite. En Belgique, je les ai vus, c'est très impressionnant, mais en France, vous êtes encore au Rafale. C'est un chasseur de 4,5 génération. C'est quoi la suite en fait pour ça ? Les pays qui achètent des F-35 le font pour essayer d'acheter la bienveillance américaine. Le problème, c'est qu'elle coûte très cher, cette bienveillance américaine. Les F-35 sont des avions très coûteux, la maintenance est hors de prix et le contrôle de l'usage n'est pas total. C'est-à-dire que si demain l'administration américaine considère que vous n'avez pas à vous servir de ces avions, elle a une double clé de commande et vous ne pouvez pas vous en servir. Et qui nous parle le mieux de ça sont les Ukrainiens qui ont un certain nombre d'équipements américains dont ils ne peuvent pas forcément se servir quand les États-Unis ne le souhaitent pas. Pendant 80 ans, on pourrait faire confiance aux Américains. Et d'ailleurs, la raison pour laquelle l'Allemagne, par exemple, a acheté F-34, c'est aussi le partage nucléaire avec les Américains. Donc, il y a ces questions maintenant. Est-ce qu'on peut encore faire confiance ? Et moi, je pense qu'il faut vraiment remettre une nouvelle stratégie sur la table. On peut, s'ils veulent travailler avec nous, et ça revient à la question sur l'OTAN, oui, je veux bien, mais il faut avoir un plan B européen. Donc, il faut acheter européen dans la perspective, il faut développer ensemble. Mais qu'est-ce qu'il faut pour ça ? Il faut enfin un vrai débat entre les Français, les Allemands, les Espagnols, tout le monde, parce que pour le moment, c'est la défense de sa propre industrie, surtout. Et là, il faut faire un accord.
un accord qui marche pour tout le monde, mais surtout qui fait en sorte qu'il y a une meilleure défense européenne sans dépendance des Américains et sans nouvelle dépendance des Coréens du Sud ou autres. On a vu en Europe ces dernières années un certain nombre de pays, enfin Italie, Hongrie, passer côté extrême droite. Certains pays en Europe où ça devient de plus en plus tangent. Comment vous, en fait, concrètement et quotidiennement au Parlement européen, vous arrivez à travailler en collaboration ou pas avec ces pays qui peuvent avoir des postures ambiguës avec les US ou la Russie? Vous voyez très bien les déclarations récentes d'Orban, etc. Il passe son temps à nous attaquer, nous les Européens. Et dans les conseils des ministres au niveau européen, quand on se réunit, donc les ministres, moi en tant que présidente de la Commission des affaires économiques, la Banque centrale européenne, ils n'interviennent pas, ils ne proposent rien. Là où tous, les uns les autres, il y a un clair sentiment d'unité et de travail en commun. Ensuite, il faut savoir une chose quand même, c'est quand on a lu tous les conseillers de Donald Trump, il y a le conseiller économique, on n'est pas étonné de ce qu'ils font sur les tarifs douaniers, il y a aussi le conseiller Europe. Quelle était sa stratégie? C'était de dire que la Hongrie ne devait pas être une exception. Et qu'en fait, la Hongrie d'Orban, plutôt, devait faire des émules au niveau européen et qu'il allait falloir multiplier cela. Et il est là aujourd'hui le danger. Et d'ailleurs, quand on lit ces papiers-là, est théorisé le fait que l'Allemagne doit être une cible. Et donc on n'est pas étonné dans ce cas-là de ce que fait Elon Musk à travers Twitter et un certain nombre de déstabilisations de certains gouvernements. Donc c'est un moment très difficile parce qu'il faut défendre l'Ukraine, mais c'est aussi nos démocraties aujourd'hui qui sont sous attaque en règle générale. Et c'est pour ça, encore une fois, j'insiste, qu'il nous faut une autonomie en matière de numérique. Merci à vous, merci à tous nos invités, en tout cas d'avoir participé à ce très beau débat sur la place de l'Europe dans le monde. On les applaudit bien fort.